Bonjour à toutes et bonjour à tous, s'il y a des tous évidemment. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la Pulcinella. Après avoir parlé de la place des femmes dans l'espace public, de leur voix, puis du regard que la société pose sur elles et qu'elles finissent parfois par poser sur elles-mêmes, j'avais envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre plus intime, plus délicat, peut-être aussi plus inconfortable. Les relations entre les femmes. Parce que oui, on parle souvent des hommes, du regard masculin, des règles imposées par une société encore très masculine, patriarcale. Mais il y a aussi une question qui fait mal. Qu'est-ce qui se passe entre nous, les femmes? Pourquoi parfois, au lieu de se reconnaître, de se soutenir, de se protéger, on se juge, on se compare, on se pique, on se met des bâtons dans les roues? Et je veux le dire tout de suite, cet épisode n'est pas là pour accuser les femmes. Il n'est pas là pour dire que les femmes seraient naturellement jalouses, naturellement rivales, naturellement dures entre elles. Non. Justement, je pense l'inverse. Je pense que beaucoup de ces rivalités sont apprises. Elles sont héritées. Elles sont fabriquées. Elles viennent d'un monde qui, pendant très longtemps, a appris aux femmes qu'il n'y avait pas assez de place pour toutes. Introduction. Il y a des blessures qu'on attend. On sait que certains hommes vont nous couper la parole, nous regarder de travers, nous tester, nous juger, nous expliquer la vie. On connaît, on s'y prépare presque. Mais il y a d'autres blessures qu'on n'attend pas, celles qui viennent d'une autre femme. Une remarque froide d'une collègue, une tante qui te rabaisse sous couvert de conseils, une amie qui te soutient en apparence mais qui semble se réjouir quand tu doutes. Une femme plus âgée qui te dit «Moi, à ton âge, je ne me plaignais pas». Une autre qui prend systématiquement le parti des hommes, même quand elle sait au fond que quelque chose cloche. Et là, ça fait mal autrement. Parce qu'on se dit, mais toi, justement, tu devrais comprendre. Toi, tu sais ce que c'est. Toi aussi, tu as été regardé, jugé, diminué, surveillé, comparé. Alors pourquoi tu me fais ça? C'est peut-être ça le sujet d'aujourd'hui. Cette douleur si particulière quand la main qui te pousse vient d'une femme. Et cette question, est-ce que c'est vraiment une trahison individuelle ou est-ce que c'est le résultat d'un vieux conditionnement collectif? Chapitre 1. La rivalité entre femmes, une histoire qu'on nous a racontée. On a grandi avec beaucoup d'histoires où les femmes sont opposées les unes aux autres. La belle-mère contre la jeune fille, la femme officielle contre la maîtresse, la jolie contre l'intelligente, la mère contre la fille, la collègue ambitieuse contre la collègue douce, la femme respectable contre la femme trop libre, comme si une femme ne pouvait exister qu'en comparaison d'une autre. Et cette comparaison commence très tôt. On compare les corps, les vêtements, les manières de parler, les choix amoureux, les choix de maternité, la façon de vieillir, la façon d'être féminine ou de ne pas l'être assez. On apprend aux filles à se regarder entre elles, comme si l'autre était une menace potentielle. Une menace pour l'attention, pour la beauté, pour la reconnaissance, pour l'amour, pour la place. Alors forcément, quand on a grandi dans cette ambiance-là, il peut rester quelque chose. Une petite alarme intérieure, une autre femme arrive, elle est brillante, belle, drôle, libre, confiante, et au lieu de se dire quelle joie à une femme qui ose, on peut ressentir, est-ce qu'elle va prendre ma place? Est-ce qu'elle va être préférée? Est-ce qu'on va me voir moins? Ce n'est pas toujours conscient, et c'est justement là que c'est puissant. Parce qu'une rivalité apprise n'a pas besoin d'être formulée pour agir. Elle se glisse dans les petites phrases, les silences, les regards, les conseils qui piquent, les compliments qui rabaissent. Tu es courageuse de t'habiller comme ça. Moi, je ne pourrais pas parler aussi fort. Tu as de la chance, toi, les hommes t'écoutent. On appelle ça parfois de la jalousie. Mais je crois que c'est souvent plus complexe. Ce n'est pas seulement vouloir ce que l'autre a, c'est parfois avoir tellement appris que la valeur d'une femme dépend du regard extérieur qu'on ne supporte plus de voir une autre femme recevoir ce regard à notre place. Chapitre 2, j'adore celui-là. Les pick-me, quand une femme cherche à être choisie contre une autre. Aujourd'hui, on entend souvent le terme pick-me. Littéralement, ça veut dire choisis-moi en anglais. Dans le langage actuel, on l'utilise pour parler d'une femme qui cherche à se distinguer des autres femmes en se plaçant du côté des hommes ou en faisant les intéressantes. Une femme qui dit par exemple «Moi je ne suis pas comme les autres filles. Moi je préfère traîner avec les garçons.» On les connaît celles-là. Les femmes sont trop compliquées. Moi je comprends les hommes, les femmes exagèrent. Elles sont trop exigeantes. Mais derrière ce mot un peu moqueur, il y a un phénomène plus profond. La pick-me, ce n'est pas seulement une femme qui veut plaire, c'est souvent une femme qui a compris très tôt que pour être valorisée, il fallait être valorisée par les hommes ou par un ordre masculin.
Alors elle apprend à se présenter comme l'exception, la femme pas chiante, la femme pas féministe, la femme pas jalouse, la femme pas comme les autres, la femme qui ne dérange pas. Et ça ne date pas d'hier. On peut le voir chez les femmes de générations différentes, des femmes nées dans les années 80, 90, 2000, mais aussi bien avant. Chaque époque a eu sa version de la femme qui devait prouver qu'elle méritait d'être choisie. Avant, ça pouvait être la femme bien comme il faut, celle qui ne faisait pas de vagues, puis la femme cool, celle qui accepte tout, qui ne se plaint jamais, puis la femme qui rit aux blagues sexistes pour montrer qu'elle a de l'humour, puis la femme qui dit que les autres femmes sont trop sensibles, trop hystériques ou trop compliquées. Ce mécanisme est cruel parce qu'il donne l'illusion d'un pouvoir. On croit gagner une place en se différenciant des autres femmes. On croit être protégé parce qu'on est la préférée, la différente, celle qui comprend. Mais en réalité, on reste dans la même cage. Simplement, on espère être assise un peu plus près de la porte. Et parfois, cette posture fait des dégâts. Parce que pour être choisie, il faut qu'une autre soit rejetée. Pour être la femme intelligente, il faut que les autres soient présentés comme bêtes. Pour être la femme simple, il faut que les autres soient dites compliquées. Pour être la femme respectée, il faut que les autres soient salies. Les pick-me, au fond, ce n'est pas seulement une femme contre les autres femmes, c'est une femme qui a intégré une règle très ancienne. Dans un monde où les hommes distribuent la valeur, il vaut mieux se ranger du côté de ceux qui distribuent que du côté de ceux qui attendent. Mais comprendre ne veut pas dire excuser, parce qu'une blessure expliquée reste une blessure. Quand une femme humilie une autre femme pour se rendre plus désirable, plus crédible, plus acceptable, ça fait mal, même si on sait d'où ça vient. Chapitre 3. Au travail, quand la place est rare, la solidarité devient difficile. Au travail, ces mécanismes deviennent souvent très visibles, parce que le travail, c'est l'endroit où la place, le salaire, la reconnaissance et le pouvoir sont distribués. Une seule femme peut réussir, une seule femme peut être écoutée, une seule femme peut être la femme forte du service. Alors, parfois, une femme qui a réussi dans un environnement dur peut devenir dure avec les autres femmes. Pas parce qu'elle est mauvaise par nature, mais parce qu'elle a appris à survivre en se blindant. Elle s'est dit, moi j'ai souffert pour en arriver là, donc les autres doivent souffrir aussi. Elle confond exigence et brutalité. C'est la chef qui dit à une jeune collègue, tu es trop fragile. La collègue la plus ancienne qui ne t'aide pas parce qu'elle estime que personne ne l'a aidée. Celle qui te regarde comme une menace. Dès que tu as une idée. Celle qui minimise ton malaise face à un collègue lourd. Oh, ça va, il est comme ça avec tout le monde. Et là, on voit quelque chose d'important. Les femmes ne font pas seulement face au sexisme des hommes. Elles peuvent aussi parfois relayer les règles du système. Elles deviennent les gardiennes d'une porte qui ne leur appartenait même pas au départ. Mais je veux être très claire, toutes les femmes au travail ne sont pas comme ça. Heureusement, il y a aussi des femmes qui ouvrent des portes, des femmes qui préviennent, des femmes qui protègent, des femmes qui disent ton nom quand tu n'es pas dans la pièce, des femmes qui t'apprennent les codes sans t'écraser, des femmes qui se réjouissent réellement quand tu avances. Et souvent, la différence vient de là. Est-ce qu'une femme se sent suffisamment en sécurité dans sa propre valeur pour ne pas vivre la valeur d'une autre comme une attaque? Quand on ne se sent pas menacé, on peut admirer. Quand on ne se sent pas invisible, on peut laisser une autre briller. Quand on n'a plus peur de disparaître, on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres. Chapitre 4. Dans la famille, les femmes qui transmettent ce qu'elles ont reçu. Dans la famille, c'est encore plus sensible, parce que les phrases viennent parfois de femmes qu'on aime. Une mère, une tante, une grand-mère, une sœur. Des femmes qui ont elles-mêmes porté des choses lourdes, mais qui ne savent pas toujours comment faire autrement que transmettre ce qu'elles ont reçu. Combien de femmes ont entendu « ne t'habille pas comme ça, ne parle pas trop fort, ne fais pas fuir les hommes, sois gentil, ne réponds pas, fais attention à ta réputation, une femme doit savoir tenir sa maison, tu verras quand tu auras des enfants ». Alors celle-là. Parfois, ces phrases sont dites comme des conseils, mais elles contiennent une vieille peur. La peur qu'une femme libre soit punie. La peur qu'une femme trop visible soit attaquée. La peur qu'une femme qui ne respecte pas les règles soit rejetée. Alors certaines femmes de la famille deviennent les messagères de la prudence. Elles croient protéger, mais elles enferment. Et c'est là que c'est tragique. Beaucoup de femmes n'ont pas transmis ces règles parce qu'elles les trouvaient justes. Elles les ont transmises parce qu'elles les croyaient nécessaires. Elles ont confondu protection et adaptation. Elles ont appris à leurs filles à survivre dans la cage au lieu de leur dire que la cage n'était pas normale. Mais nous, aujourd'hui, on peut commencer à faire la différence. On peut entendre l'histoire derrière la phrase. On peut comprendre la peur de nos mères sans hériter de toutes leurs limites. On peut aimer les femmes de notre famille sans reproduire tous leurs réflexes.
Chapitre 5. Entre amis, quand l'amour se mélange à la comparaison. Et puis, il y a les amitiés, les groupes de femmes, les copines, les confidentes, les femmes avec qui on rit, avec qui on se raconte, avec qui on se sent moins seul. Ces liens peuvent être magiques. Ils peuvent sauver. Une amie qui te croit, qui te comprend, qui te dit tu n'es pas folle, ça peut réparer quelque chose que tout le monde a abîmé. Mais même dans l'amitié, la comparaison peut s'inviter. Qui est en couple, qui est célibataire, qui a des enfants, qui n'en a pas, qui n'en veut pas, qui ne peut pas en avoir, qui a réussi, qui a maigri, qui a grossi, qui est désiré, qui est libre, qui semble heureuse, qui semble malheureux. Parfois, on croit soutenir une amie, mais au fond, on surveille sa réussite. On l'aime, mais on est soulagé quand elle doute. On veut son bonheur, mais pas trop vite, pas trop fort, pas trop visible. Parce que son avancée réveille nos propres peurs. Et moi, où j'en suis? Et moi, pourquoi je n'y arrive pas? Et moi, est-ce que je suis en retard? Là encore, ce n'est pas une question d'être une mauvaise personne, c'est une question d'insécurité. Quand on ne se sent pas assez aimé, assez choisi, assez accompli, le bonheur de l'autre peut devenir un miroir cruel. Pas parce qu'elle nous attaque, mais parce qu'elle nous montre une zone de nous qui nous souffre encore. La vraie amitié entre femmes demande donc du courage. Le courage de se réjouir sans se comparer. Le courage de dire je suis contente pour toi, même si ça réveille quelque chose chez moi. Le courage de transformer la jalousie en information. Qu'est-ce que cette émotion dit de mon désir, de mon manque et de ma peur? Chapitre 6. L'auto-sabotage collectif. Quand on fait le travail du système à sa place. Ce qui me frappe, c'est que parfois nous finissons par faire entre nous le travail que le système n'a même plus besoin de faire. On se surveille entre femmes. On se corrige, on se juge, on se rappelle à l'ordre. On dit à l'autre qu'elle prend trop de place, qu'elle parle trop, qu'elle se montre trop, qu'elle veut trop. C'est ça l'autosabotage collectif. Ce n'est pas que les femmes seraient responsables de leur propre oppression. Ce serait trop facile et injuste de dire ça. C'est plutôt que lorsqu'un système dure assez longtemps, il entre dans les gestes, dans les réflexes, dans les phrases. Il n'a plus besoin d'être toujours imposé de l'extérieur parce qu'il a été appris de l'intérieur. Et c'est pour ça que la sororité, la vraie, n'est pas juste un joli mot. Ce n'est pas se dire ma sœur, ma vie, mon sang sur les réseaux. Ce n'est pas prétendre que toutes les femmes doivent s'aimer automatiquement. La sororité, c'est un travail. C'est choisir de ne pas humilier une femme pour gagner un point. C'est refuser de participer à sa mise à mort sociale. C'est ne pas rire quand elle est rabaissée. C'est ne pas utiliser ses failles pour se sentir supérieure. La sororité, ce n'est pas l'obligation d'aimer toutes les femmes. On a le droit de ne pas apprécier quelqu'un. On a le droit de mettre des limites. On a le droit de voir qu'une femme peut être injuste, violente, manipulatrice ou méchante. Mais la question est-ce que je critique cette femme pour ce qu'elle fait ou est-ce que je réactive contre elle les vieilles armes utilisées contre toutes les femmes? Chapitre 7. Comment on sort de ça? Alors, comment on sort de ça? Je crois qu'on commence par ralentir, par observer nos propres réflexes. Quand une femme m'agace, qu'est-ce qui m'agace vraiment? Sa liberté, sa beauté, son assurance, sa réussite, sa façon de ne pas demander pardon? Est-ce qu'elle m'a vraiment fait du mal ou est-ce qu'elle réveille une frustration que je n'ai pas encore regardée? Ensuite, on peut apprendre à nommer les choses sans se mentir. Oui, la jalousie existe. Oui, la rivalité existe. Oui, certaines femmes nous ont blessés. Oui, certaines femmes se rangent du côté des hommes parce que cela leur donne une place, une sécurité, une reconnaissance. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas dans la nature féminine. Non, nous ne sommes pas condamnés à nous détruire. On peut aussi apprendre à admirer. L'admiration est un antidote puissant à la rivalité. Voir une femme oser peut devenir une permission au lieu d'une menace. Voir une femme réussir peut devenir une preuve au lieu d'une humiliation. Voir une femme prendre la parole peut devenir un passage ouvert au lieu d'une place volée. Et puis on peut faire attention aux petites scènes. Dans une réunion qui est interrompue, dans une famille qui est toujours critiquée, dans un groupe qui sert de bouc émissaire, quand une femme parle, est-ce qu'on l'écoute vraiment ou est-ce qu'on attend le moment de la corriger? Quand une femme tombe, est-ce qu'on lui tend la main ou est-ce qu'on vérifie d'abord si sa chute nous arrange? La solidarité ne commence pas toujours par de grands discours. Parfois, elle commence par ne pas enfoncer, ne pas répéter la rumeur, ne pas humilier, ne pas sourire quand une autre est diminuée, ne pas se servir du patriarcat comme d'un marchepied personnel. Conclusion. Les relations entre femmes sont complexes parce que les femmes ne vivent pas dans un monde neutre. Nous avons été regardées, comparées, classées, choisies, rejetées, commentées, et parfois, sans le vouloir, nous avons appris à nous regarder entre nous avec les outils mêmes qui nous ont blessés. Mais ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on doit le garder.
on peut désapprendre, on peut reconnaître la pique en nous, cette petite voix qui veut être choisie, validée, préférée, différente des autres. On peut reconnaître la jalousie sans la laisser conduire. On peut reconnaître la peur de disparaître sans éteindre les autres femmes. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi les femmes sont-elles parfois dures entre elles. Peut-être que la vraie question est qu'est-ce qu'on nous a fait croire pour que nous devenions parfois les gardiennes de nos propres limites. Moi, j'ai envie d'imaginer autre chose. Des femmes qui ne sont pas obligées de se ressembler pour se respecter. Des femmes qui peuvent se dire la vérité sans se détruire. Des femmes qui ne transforment pas chaque différence en menace. Des femmes qui comprennent que la lumière d'une autre ne vole pas la leur. Parce qu'au fond, il n'y a jamais eu une seule place. On nous l'a fait croire. On nous a fait croire qu'il fallait être la plus belle, la plus sage, la plus cool, la plus désirable, la plus forte, la plus exceptionnelle. Mais peut-être que notre liberté commence justement le jour où l'on refuse de se battre pour une chaise dans une pièce trop petite et où l'on décide ensemble d'ouvrir les murs. Ici, c'était la Pulcinella, malicieuse, ingénieuse et jamais dupe. Si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner et de partager. Et j'espère à bientôt.